Pendant ce temps, les jeunes RPR des Hauts-de-Seine inaugurent une politique d'un nouveau style dans les villes conquises en 1983. Balkany à Levallois, Devedjian à Antony, ils testent les idées que la droite espère appliquer dans le pays le jour où elle reviendra au pouvoir. Toute notre politique aux uns et aux autres, ça a été de créer sur place les mêmes services, la même offre marchande qu'il pouvait y avoir à Paris, afin que, moi je disais, je ne veux pas qu'Antony soit une ville de banlieue, je veux que ce soit une ville de province. Et j'y voudrais la douceur de vivre d'une ville de province et aussi l'équilibre d'une ville de province. Nos administrés sont des consommateurs. Ah, c'est la société, c'est comme ça. Ce ne sont pas des êtres éthérés qui vivent dans une ville en demandant qu'on leur parle de grandes idées. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent des villes propres, sûres, des logements corrects. Alors, à partir du moment où vous faites tout ça, ils votent pour vous. Chacun commence à devenir un peu son petit seigneur dans son coin. Le Haut-Bro d'Antony, le seigneur de Boulogne, le seigneur de Levallois, enfin chacun commence un peu à cuire sa petite soupe sur son petit feu. Alors il y en a qui le font sans bruit et sans créer d'ennui, puis il y en a d'autres comme c'est Caldireno à Puteaux ou Balkany à Levallois, il y a des effervescences. Moi j'ai créé une vraie police municipale, pas une petite police municipale. Je crée une police municipale avec 80 agents, c'est-à-dire plus qu'il n'y en a au commissariat de Levallois. C'est un tollé dans les médias de gauche, les syndicalistes de la police, etc. Véhicule et nous dirigeons vers le centre Eiffel. Terminé. On est sous un gouvernement de gauche et moi je fais une politique de droite sans complexe. Le gouvernement mené par Laurent Fabius va être battu aux élections législatives de 1986. Le RPR arrive au pouvoir, c'est la première cohabitation. Il est mis fin aux fonctions de M. Laurent Fabius, Premier ministre. M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Pour Charles Pasqua, c'est la consécration. Il est nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement Chirac, dont il est depuis plusieurs années un des fidèles lieutenants. Le soir de la victoire électorale, donc le 16 mars 86, Pasqua a presque une larme à l'œil d'être le fils de flic devenu ministre de l'Intérieur. Charles Caldireno lui saute au cou en disant « ton père serait tellement content », etc. Enfin, toute la corsitude s'exprime. En tout cas, Pasqua devient une vedette politique incontournable. Dès les premiers mois, Pasqua donne le ton. Il met en œuvre, au plan national, la politique sécuritaire expérimentée depuis 3 ans par ses protégés dans les villes des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Les Français avaient peur, vous leur avez promis la sécurité et ils ont voté pour vous. À la rentrée 86, il y a la réforme du Code de nationalité, il y a les déclarations gouvernementales qui sont assez dures et qui nous inquiètent. Pour expulser les étrangers sans papier, Pasqua commence à affréter les premiers charters pour les reconduire dans leur pays d'origine. Et nous avons suffisamment de délinquants chez nous pour accepter ceux qui viennent d'ailleurs. Donc chaque fois que nous le pouvons et quand nous les trouvons, nous devons procéder à leur reconduite à la frontière. Alors j'entends bien ici ou là que ça grogne ou que ça rogne et qu'on nous dit un charter c'est trop. Moi je dis simplement ceci, si demain je dois faire un train, je le ferai. Et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Malgré les dérapages de Pasqua ou grâce à eux, Chirac semble bien parti pour remporter les élections présidentielles de 88. Mais les problèmes vont surgir là où le RPR ne les attend pas, du côté du jeune ministre Alain Devaquet. Sa réforme vise à donner plus d'autonomie aux universités pour sélectionner les étudiants.
L'agitation démarre à la fac de Villetaneuse, dans la banlieue nord de Paris. Les étudiants modestes craignent que cette réforme fasse d'eux les laissés-pour-compte du système et leur ferme l'accès aux études supérieures. Villetaneuse était la faculté où avait été lancé SOS Racisme, parce que le noyau fondateur de SOS Racisme venait de la faculté de Villetaneuse. Une zone là géographique qui était très très favorable. Le 93 en général était très favorable à SOS Racisme. Beaucoup de comités dans les lycées et autour de la fac notamment. Dans la fac où il a lui-même étudié, Julien Drey a repéré une jeune militante. Évidemment, quand je dis à Julien, la loi qu'ils sont en train de faire, elle est complètement à l'opposé de ce qu'attendent les jeunes. Et on peut faire quelque chose, on peut résister à ça. Et il lui dit, banco, vas-y. Le symbole du mouvement n'est pas un leader, mais une égérie. Syndiquée à l'UNEF, membre du PS et d'SOS Racisme, Isabelle Thomas incarne jusqu'à présent l'esprit de cette révolte. Isabelle Thomas prend la tête d'un mouvement qui va ébranler la droite au pouvoir. Elle a de grands yeux, une voix douce et passe bien à la télé. Pour nous, il y avait un calcul politique, ça c'est clair. C'est qu'on savait que derrière le débat sur la réforme de Vaquet allait arriver le débat sur la réforme du Code de la nationalité. Et notre problème à nous, c'est qu'on pensait qu'on allait être plus fort sur les questions universitaires que sur le Code de la nationalité. Bon, où on pensait qu'il y aurait une mobilisation, mais qu'on n'était pas sûr de gagner. Bon, donc on a dit à nos camarades étudiants, bah, s'il y a un mouvement étudiant et un mouvement de la jeunesse, ça nous aidera. Voilà. Moi, je prépare l'université de Villetaneuse. J'ai une méthode pour faire mes tracts, c'est je prends des BD d'Astérix, je découpe des planches, et puis je transforme la bulle à l'intérieur. Et alors là, succès assuré chez les étudiants, vous pouvez être sûr, votre tract est lu. Donc, et je fais ma petite BD sur la réforme de Vaquet quand elle passera le 11 juillet au Conseil des ministres. Et le jour où Le Monde titre la loi de Vaquet comme une lettre à la poste, on déclenche la grève à Villetaneuse. À mi-chemin du parcours, le gros des manifestants se trouve encore au quartier latin, si bien que des cortèges parallèles se forment pour rejoindre plus vite les invalides. Plusieurs centaines de milliers de manifestants, mobilisés par l'UNEF et SOS Racisme, inondent les rues de Paris. Il y a un seul mot d'ordre, c'est Monsieur Desvaquet. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que nous sommes quelques excités et quelques marginaux. Nous sommes probablement plus de 100 000 aujourd'hui. Vous devez donc nous écouter, vous retirer de votre projet ou alors ce sera une provocation. Et nous reviendrons de toute la France, plus nombreux encore. Sûrement, cette manifestation de 150 à 200 000 personnes est relativement importante et les étudiants voulaient le retrait pur et simple du texte qui n'était pas prévu par le gouvernement. Donc nous n'avons pas retiré le texte, nous ne le retirerons pas. Pour la poursuite de la grève jusqu'à la manifestation nationale du jeudi 4 décembre, lève la main. Les slogans prennent un tour de plus en plus politique contre le gouvernement Chirac et son ministre de l'Intérieur. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets et généreux, abusés et débordés, ce sont les professionnels de la déstabilisation, gauchistes et anarchistes, de tout poil et de toute nationalité. Face à ces agissements, comptez sur Robert Pandreau, comptez sur moi-même, comptez sur le gouvernement, comptez sur Jacques Chirac. Oui, nous tiendrons. Pour mener la répression annoncée, Pasqua invente les voltigeurs à moto, armés de matraques, chargés de nettoyer les rues après les manifestations. Jusqu'à la bavure fatale. Le gouvernement braque, et là ça finit très mal, puisqu'il y a la mort de Malik Oussekine, mais il y a aussi un jeune qui perd un œil, il y a aussi un jeune qui perd une main, il y a aussi, enfin, il y a le drame Malik Oussekine et d'autres drames. La mort de Malik Oussekine scandalise l'opinion. Desvaquet démissionne, Chirac craint l'embrasement. Aucune adaptation, si nécessaire soit-elle, de l'université ne peut être menée à bien sans une large adhésion de toutes les parties concernées, et notamment des étudiants et des enseignants. Les manifestations en cours, avec tous les risques de violence et les dangers
qu'elle comporte pour tous en sont la preuve. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer l'actuel projet de loi. La tragédie a porté un coup fatal à Jacques Chirac. De nouvelles manifestations, où les adultes rejoignent les étudiants, vont rester gravées dans les mémoires des électeurs. Pour l'élection présidentielle à venir, François Mitterrand va s'appuyer sur les leaders de la contestation. Ils ont derrière eux la majorité de la jeunesse. On est contacté par Jean-Louis Bianco pour venir donc à un déjeuner avec le président. Donc on est contacté, on est plusieurs, hein, c'est un peu la génération UNEF, quoi. Julien veut pas que j'y aille, parce que lui il est pas invité, il veut pas que j'y aille. Je dis, moi, tu me casses les pieds, moi je refuse pas un déjeuner avec le président de la République. Moi j'étais contre, au départ. J'étais contre m'impliquer, j'étais contre que le mouvement s'implique dans la campagne présidentielle. Mitterrand a beaucoup insisté. Le président a fait son casting. Avec Isabelle Thomas à ses côtés, il lance une opération de séduction de la jeunesse. Moment fort de sa campagne électorale, une visite improvisée à l'université de Villetaneuse, symbole du mouvement contre la loi de Vaquet. Villetaneuse, c'est la fac de banlieue, c'est la fac, personne n'en parle. On parle de la Sorbonne, de Jussieu, de Villetaneuse, Paris 13, la dernière, inaccessible, la fac de 9-3. Et que le président de la République vienne dans cette fac-là, pour sa campagne, nos amphis pourris, c'était vraiment une espèce de... comme une revanche. Voilà, donc c'était super. Il suffisait d'entendre ce qui se disait à Lyon hier, maintenant il y a des affichettes partout. C'est un des moyens que j'ai offert RPR et au Front National de se retrouver frères jumeaux. Remarquez qu'ils en sont tout contents parce que ça fait des voix, hein. Et donc j'ai accumulé mes risques, mais je suis prêt à les accumuler. Moi, je ne demande rien, hein. Je cherche simplement à défendre une certaine conception de la démocratie et de la République en face de partis qui ne respectent pas les lois fondamentales. Et Mitterrand a dit, mais de toute manière, vous travaillez beaucoup avec Jacques Pilan. Je sais que vous entendez très bien avec Jacques. Je dis oui, c'est vrai. On est très très copains, on est très liés. Il dit, travaillez avec lui. Et on a formé une petite équipe autour de lui qu'il réunissait régulièrement pour préparer la présidentielle. C'est comme ça qu'est venu le nom de Génération Mitterrand et la fameuse affiche. C'était drôle parce qu'il y avait un lien entre deux mondes qui n'avaient absolument rien à voir. Donc le monde de la mobilisation étudiante, assez proche de l'extrême gauche, etc. Et le monde de la publicité et de la communication qui va rentrer en phase et qui va créer de la dynamique pour une campagne électorale. Nous lançons ici un appel à toutes les forces, à tous les partisans, à toutes les associations, à tous les individus, pour qu'ils se retrouvent le 30 avril à Paris pour dire notre vote, c'est celui de l'égalité, c'est ça l'enjeu pour demain. Le mouvement étudiant est intervenu comme une sorte de coup de boutoir et a permis de libérer des espaces dans lesquels François Mitterrand a excellé pour l'occuper et être à la fois un homme âgé en 88, mais même en 81, mais d'être le candidat de la jeunesse, dans les deux cas de figure. À 71 ans, Mitterrand est réélu avec 2,5 millions de voix d'avance sur Jacques Chirac. Pour les législatives qui suivent, Mitterrand a réservé des circonscriptions à la génération UNEF en récompense des services rendus. Julien Drey dans l'Essonne, Isabelle Thomas en Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Cambadélis à Paris. Et donc me voilà propulsé candidat dans le 19e arrondissement, 20e circonscription, et j'ai fait une campagne, et alors là pour moi ça a été la découverte. Parce que parler à des centaines de personnes, rédiger des discours, écrire des tracts, bon, évidemment tout ça je savais faire, mais serrer les mains, rentrer dans des cafés comme ça, en disant bonjour, payer des coups, parler à une dame qui a son cabas, et les questions
Les gens ne vous posent jamais de grandes questions politiques. On me disait, non, il faut que, toi, dis-toi que c'est les gens, ils n'ont pas ta formation, quoi. Il faut que tu parles beaucoup plus simplement. Deuxième élément qui m'a surpris, c'est que, l'espace de 48 heures, l'ensemble de l'arrondissement était couvert d'affiches non trotskistes. Ah, puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens ils vont dire c'est pas possible, etc. Et il y a un vieux militant de la section qui me dit « T'inquiète pas, ils ont même pas mis Cambadélis. Donc les gens ils savent même pas qui c'est. » Et donc, il y a eu une campagne pour non trotskistes. Et c'est vrai que les gens sur le marché me disaient « Mais c'est qui ce Trotsky là qui vient ?» Je sais pas. Et c'était une erreur de communication de mon adversaire qui m'a beaucoup aidé dans ma première campagne. Mitterrand m'avait donné une circonscription sûre, que j'ai refusée. Parce que, encore avec mes trucs de petite fille de la banlieue, je voulais rester en banlieue, je voulais pas quitter la banlieue, etc. Bon. Il m'a dit, j'en ai une, mais elle est difficile. Pas d'autres résultats, Claude, rien de particulier. Portés par la vague rose, Julien Drey et Jean-Christophe Cambadélis sont confortablement élus, de même que Jean-Marie Le Guen. Isabelle Thomas, par contre, est battue par le RPR Éric Raoult. Mais je suis très content d'avoir battu l'État PS, d'avoir battu François Mitterrand dans cette circonscription et d'avoir battu sa candidate, l'État socialiste et son gadget local. J'ai été élu par des voix du Front National. Vous savez, moins on verra à la télévision Mademoiselle Thomas et aussi Madame Veil, moins Monsieur Le Pen aura de voix dans ce pays.